là, vous m'entendrez quand même. Comme l'a dit M. Envoy, dans le but, c'est d'essayer d'être efficace pour vous donner quelques idées éventuelles de sujets de grand oral de maths. Alors je sais que les conditions dans lesquelles la norme, le format du grand oral n'est pas très propice à faire des maths en réalité, puisque théoriquement vous ne pouvez pas écrire, et faire des maths sans écrire, c'est très difficile. Imaginez que là, pendant 1h30, je parle sans écrire un seul mot au tableau, ça serait impossible à suivre. Déjà que quand on écrit, c'est difficile, les maths, et quand on n'écrit pas, ça devient absolument effroyable. Donc moi, je vais écrire, bien sûr. Après, vous pourrez en faire, s'il y a des trucs qui vous attirent, ben, vous pourrez éventuellement les compléter, les détailler, les retravailler avec M. Envoy, et puis voir ce que vous pouvez faire. Alors, quand M. Envoy a dit c'est des sujets originaux, ça ne veut pas dire que je les ai inventés. Hein. C'est original, en ce sens que, manifestement, les sujets de maths qui tournent au grand oral, c'est toujours les mêmes. Et là, peut-être ça va sortir un peu de l'ordinaire, mais je n'ai rien inventé. C'est des problèmes que j'ai parfois posés à ce qu'on appelle Math Engine. Donc Math Engine, c'est une association qui s'occupe de faire découvrir ce qu'est la recherche à des élèves comme vous, par exemple, ou à des collégiens même, en les faisant devenir le temps d'une année des chercheurs en herbe. On leur propose un problème un petit peu ouvert, et puis on les laisse chercher en groupe, et puis le chercheur qui a proposé le sujet les suit tout au long de l'année. Bon, je vous passe les détails. Vous pouvez aller taper sur Google, c'est comme ça, Math Engine. Vous verrez d'ailleurs, il y a plein de sujets, d'annales, et ça peut vous donner aussi des idées de grand oral. Moi, j'ai préparé plein de problèmes, j'en ai préparé 7. C'est impossible qu'en 1h30, je vous propose, je vous détaille 7 problèmes. Donc j'en ai parlé en amont avec M. Envoy depuis hier, et on a un peu vu ce qui était peut-être les plus adaptés. Donc je vais essayer de vous en présenter 3, et si on a le temps, 4. Les 3 premiers, donc ceux que je suis presque sûr de vous présenter, ils m'ont été inspirés, donc pour dire que j'ai rien inventé, par un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Petit problème pour mathématiciens petits et grands. Donc ça a été écrit par un grand mathématicien qui est mort maintenant, qui s'appelait Paul Almos, et c'est aux éditions Cassini. Bon, les 3 problèmes, les 3 premiers du moins, ils sont tirés de là. Simplement, c'est des problèmes que j'ai à la fois contextualisés, j'ai raconté des histoires un peu autour, et aussi j'ai essayé d'aller un peu plus loin dans les questionnements par rapport à ce qui est présenté dans cet ouvrage, où c'est juste une suite de problèmes, il donne des pistes, donc c'est pas super détaillé. Alors le premier problème, je vais vous motiver, vous allez voir, je l'ai appelé la formule à Toto. Alors je mets des tirets, pourquoi? Ça c'est une question de français. On ne dit pas, ça c'est une faute que beaucoup de gens commettent, on ne dit pas c'est le cartable à Eric. Ça se dit pas, c'est de Eric. D'accord, d'Eric. C'est un complément du nom, donc on devrait dire la formule de Toto. Mais donc ça c'est du mauvais français, la formule à Toto. Donc j'ai mis des tirets comme ça fait un bloc, ça fait un titre rigolo. Alors, ce sujet, je l'ai posé en Math Engine l'année dernière. Il y avait à Perpignan. Ça, c'est pour vous motiver. Il y avait un groupe de 4 élèves qui a travaillé dessus. Et comme ils ont bien aimé le sujet, ils avaient travaillé toute l'année dessus. Ils l'ont présenté au grand oral et les 4 ont eu 20. Voilà, ça, c'est juste pour vous motiver. Alors, la formule à Toto, c'est quoi? Toto, vous savez qu'il n'a pas une image très
vous ne l'imaginez pas comme le meilleur élève de la classe. Non, toujours un peu... Donc, quand Toto, on va dire Toto est en première ou en terminale, on lui a appris que quand on dérive un produit de fonction, donc vous, j'espère que vous n'êtes pas des Toto de base, donc ça donne f'G plus f'G'. D'accord? Les Toto, pour lui, c'est impossible d'imaginer une formule pareille parce que il se dit que franchement, c'est un truc inventé par les profs de maths pour faire, pour embêter les élèves. Ouais. Peut-être que certains d'entre vous pensent ça aussi. Pourquoi on a mis une formule aussi compliquée? Toto, il dit non. Moi, je vais dire que f G' égale quoi? Qu'est-ce que vous auriez envie de... F'. Voilà. Donc lui, à chaque fois que son prof lui demande un calcul de dérivée où il y a un produit, il applique cette formule. Donc en général, il va faire faux. La question, c'est est-ce que néanmoins, il peut y avoir des situations dans lesquelles il va tomber juste. Il aura le bon résultat avec une formule complètement fausse. Donc c'est ça le problème. Alors, le souci avec ce problème, bon, il était encore plus marqué quand je l'ai posé, parce que Matamine, ça démarre en début d'année, hein, c'est septembre, octobre. Donc, aux camarades de Perpignan, ils n'avaient pas du tout les notions pour résoudre ça. Et vous êtes en train de les avoir, mais vous ne les avez pas tout à fait, parce que ce qui est sous-jacent là-dedans, bon, si on dit des gros mots, c'est la notion d'équation différentielle. Bon, l'équation différentielle, vous n'avez pas vraiment, c'est pas vraiment à votre programme, mais c'est tout simplement, il y a la fonction exponentielle, donc ça normalement vous savez, et il y a surtout la notion de primitive. Donc, primitive, vous êtes un peu à la charnière. Donc peut-être qu'il y a des trucs que je vais dire qui seront encore un petit peu obscurs, mais dans les semaines qui viennent, vous allez les éclaircir. Et donc, comme je vous dis, si vous décidez de travailler là-dessus pour le ventoral, vous pourrez retravailler dans le détail avec M. Urvois d'ici là. Alors, donc, si je compare la bonne formule avec la formule de Toto, on obtient, il faut trouver, est-ce qu'il y a des situations où il y a deux fonctions f et g qui satisfont cette égalité. Alors déjà, on peut remarquer que alors, ce qu'on va faire, c'est on va se dire, on va se fixer une fonction, mettons, on va se fixer f étant donné, la fonction que vous préférez. Est-ce que je peux trouver une fonction g qui marche? Donc f, je vais l'appeler t comme Toto. Donc si f donné, peut-on trouver g vérifiant t? C'est ça la question. Alors, bon, évidemment, il y a une réponse évidente, mais jamais le prof va poser cet exo. C'est que si vous prenez g égale 0, évidemment ça marche. Mais bon, ça veut dire que le prof aurait fait dériver la fonction nulle. Bon. Donc, cas tout à fait inintéressant. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que s'il y a une fonction g qui marche, quand vous la multipliez par une constante, vous obtenez une autre fonction qui marche. Puisque vous voyez, si vous la multipliez par une fonction constante k ici, kg dérivé, il y a le k qui sort, puisque k est constant, il sort ici et il sort ici. Donc en fait, dès lors qu'il y a une fonction g qui va marcher, vous avez gratuitement une infinité. Toutes les kg, k étant une constante réelle quelconque. Ça marche. Si j marche, alors, quel que soit le R, KG convient. Bon. En particulier, K égale 0, on trouve que la fonction nulle convient. Alors, ce que je propose dans le premier temps, c'est qu'on va prendre nos fonctions préférées et voir, on va fixer f égale une fonction préférée et on va voir s'il y a des fonctions g qui conviennent. Alors, donc, on va fixer, mettons, prenons
f de x égale exponentielle x. Donc c'est passé là. Voilà, la reine des fonctions. Alors allons-y, qu'est-ce que ça donne? Donc je cherche g, hein. Donc on remplace là-dedans f de x. Donc ça fait exponentielle x, g prime. Plus, alors la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, donc exponentielle x fois g égale, à nouveau exponentielle x fois g prime. Donc vous devez avoir, quel que soit x, vous devez avoir cette égalité. Alors vous voyez que ce terme-là, il se carapate avec celui-là. Donc vous trouvez que, quel que soit x, exponentielle de x, bon là j'ai pas mis la variable, c'est g prime en x, g en x et g prime en x. Là, vous trouvez que l'exponentielle de x fois g de x égale 0. Comme l'exponentielle a le bon goût de ne jamais s'annuler, ça veut dire que votre fonction g, elle doit tout le temps être nulle, dans tous les points. Donc la seule fonction qui marcherait, c'est la fonction nulle. Donc c'est pas très intéressant. G nul. Et la fonction. Donc ça démarre mal parce que, voilà, en prenant la reine des fonctions, il n'y a aucune solution intéressante. Alors, on va légèrement modifier. On va prendre f de x. Je vais garder une exponentielle, mais simplement, au lieu de prendre exponentielle x, je vais prendre une exponentielle de quelque chose fois x. 2x, 3x, moins x. Donc je vais dire kx ou ax. Et A, c'est un réel qui n'est pas égal à A. Et je fais le même travail. Alors, donc, f, exponentielle à x, fois g' de x, qui est la variable cette fois, plus, alors la dérivée de cette fonction, c'est a exponentielle ax, fois g de x, égale a exponentielle de ax fois g'. Okay. Alors, on peut simplifier ce qui est exponentielle de ax ne s'annule pas non plus. Donc je peux simplifier par 3 exponentielle de ax. C'est ça l'intérêt d'avoir une exponentielle, c'est qu'il y a alors cette simplification. Et donc vous trouvez quoi? Vous trouvez que 1 moins a g' de x plus a g de x doit être nul. D'accord? Moins a. Je vais passer de l'autre côté. Ça s'appelle une équation différentielle en fait. Vous cherchez en fait une fonction et vous avez une équation qui relie cette fonction avec sa dérivée. Bon, ça s'appelle une équation différentielle, mais peu importe. Alors ça, plutôt, j'ai envie de... Le a, il est différent de 1. Donc 1 moins a, il est non nul. Donc je peux diviser par 1 moins a. T'es sûr que c'est pas plus h g de x? Parce que t'as fait passer a, j'ai Ah pris... oui, pardon. Excuse-moi, merci. Et donc ça fait... Je peux l'écrire finalement, g' de x égale... alors je vais passer ça de l'autre côté. Donc moins a divisé par 1 moins a. Je peux diviser par 1 moins a parce qu'il n'est pas nul. Fois g de x. Alors, est-ce que vous voyez une fonction qui vérifie ça? Quand je la dérive, donc si là ça fait 1, on sait que c'est l'exponentielle. Et là ça fait pas 1, ça fait une constante fois la fonction. Donc c'est quoi la fonction Est-ce que vous avez une fonction g qui marche? Par exemple, si je cherche une fonction g qui vérifie g' de x égale 2 fois g de x. Est-ce que vous pouvez prendre la fonction de puissance. Fonction de puissance, c'est laquelle? Vous voulez qu'en dérivant, regardez ce que vous avez. Inspirez-vous de ce que vous avez fait ici. Quand vous avez dérivé exponentielle à x, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez récupéré exponentielle à x, juste il y a le a qui est tombé devant. Donc, là, vous voulez qu'en dérivant votre fonction, il y ait un 2 qui tombe devant. Donc, vous prenez exponentielle 2x, voilà. Ça, c'est une solution de ça. Et en fait, si vous prenez n'importe quelle
constante k, parce que les nombres que vous voulez, constant multiplié par exponentielle de 2x, ça marche aussi. Et en fait, c'est pas très difficile, je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Inversement, il n'y a que ces fonctions qui vérifient cette condition. On va le prouver. Vous allez le prouver? Oui. Bon, donc c'est bon. Voilà. Donc là, l'ensemble des fonctions qui vérifient ça, c'est l'ensemble de toutes les fonctions de la forme k exponentielle de 2x, k étant une constante arbitraire. N'importe quel nombre que vous voulez. Alors, revenons ici. Qu'est-ce qu'il faut prendre là? Donc ça va, pour que vous voulez que le moins a, le moins a, il tombe quand vous dérivez devant, donc il faut prendre Exponentielle de moins a en Voilà. moins a. D'accord? Et puis, bien sûr, vous pouvez multiplier sur le résultat. On l'a déjà remarqué au début, en fait. K étant une constante réelle quelconque, donc ça englobe le cas où la fonction est identiquement nulle. Voilà. Et donc, ben là, vous avez une solution. Donc, si le prof, il met exponentielle x, exponentielle à x, pardon, et puis, bon, c'est un cas un peu facile, mais et comme fonction g, prenons k égale 1, exponentielle de moins a sur un moins a x, la formule de Toto va fonctionner. D'accord? Alors, juste, j'attire votre attention, c'est quoi la fonction finalement qui apparaît dans l'exponentielle ici? La fonction qui a x associe moins a sur un moins ax par rapport à la constante qui est là, ça s'appelle comment? C'est une primitive. Ouais, une primitive, je vous rappelle. Si vous avez une fonction petit f, une primitive, grand f, c'est une fonction dont la dérivée, donc grand f' vaut petit f. Donc ici, en fait, ce que vous cherchez, c'est une fonction dont la dérivée est égale ici à cette constante. Ben, ça marche. On aurait pu ajouter une constante ici, ça aurait encore marché. Une primitive, elle est, en fait, il n'y a pas une seule primitive d'une fonction donnée, il y a une infinité, elles diffèrent toutes sur un intervalle d'une constante fixe. Ok? Voilà. Alors, continuons. Avec des exemples, après on essaiera d'établir une formule générale. Bon, je vais prendre f de x égale x. Pareil, ça, on peut difficilement faire plus simple comme fonction. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne x, j'ai pris x, plus, donc la dérivée de x, ça fait 1, donc j'ai de x, égale, j'ai pris de x. D'accord? Dérivée de x, donc si je regroupe les primes ensemble, ça me dit que x moins 1, g' de x, plus g de x égale 0. C'est du même style que ça. C'est à nouveau une équation différentielle. La grosse différence avec ici, c'est que là, vous voyez, cette équation différentielle, on dit qu'elle est à coefficient constant. Parce que 1 moins a, c'est un nombre fixe, a, c'est un nombre fixe, alors qu'ici, ce qui multiplie la dérivée, ça varie avec x. Donc c'est un peu plus compliqué, mais pas trop. Alors, supposons, alors à partir de là, justement, c'est une question qu'on pourra se poser après, c'est que, vous voyez, si je veux un peu procéder comme je l'ai fait ici, je vais être amené à diviser par x moins 1. Le problème, c'est que x moins 1, il a le mauvais goût de s'annuler exactement une fois en 1. Et donc, les fonctions que je vais obtenir, elles ne vont pas être définies sur R tout entier. L'ensemble de définition ne sera pas R, ça va être R privé de 1. Et bon, alors, faisons-le. Donc, on va dire que j'ai pris de x est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur x moins 1, j'ai de x, que je peux encore écrire si je veux. Je vais faire comme ça. Et ça, donc ça, c'est pour tout x différent de 1. Alors, essayons de, pour pas faire trop de trucs
théorique. Est-ce que vous voyez une fonction telle que si je la dérive, en fait c'est elle-même, juste il est tombé devant, cette fois un truc qui n'est pas constant, c'est pas 2, c'est pas a sur 1 moins a, mais c'est toute une fonction de x. Alors qu'est-ce qu'il faut... Donc si on suit ce qu'on a fait là, on a envie de penser, ça doit être l'exponentielle de quelque chose. Mais l'exponentielle de quoi? L'exponentielle de moins 1, x moins 1. Alors tu me proposes l'exponentielle de moins 1 sur x moins 1? Alors, bon, supposons que ça soit ça. Si je dérive ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça va être égal à l'exponentielle que tu m'as donnée. Et puis, on va la multiplier par la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est pas égal à ça. Parce que le truc fondamental, je ne sais pas comment vous notez ça, mais c'est que l'exponentielle de u, c'est ça les notations? Oui. Ouais, si u est une fonction de x, quand vous dérivez, c'est u' exponentielle de u. Ok? Donc, ça veut dire que ce que tu me proposes ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Il faut mettre un u, ici, u de x, qui vérifie quoi? Que quand je le... ça me passe u' de x. Ça, c'est la formule qui va marcher. Eh bien, il faut que le u' de x soit égal à ça. Dit autrement, il faut que le u de x, ça soit une primitive de moins 1 sur x moins 1. Et ça, vous savez ce que c'est une primitive de moins 1 sur x moins 1. Donc on va avoir g, pareil, qui va s'écrire une constante fois l'exponentielle de, alors une primitive de moins 1 sur x moins 1. Imaginons que je me place, donc il faut éviter le point 1. Hein. Donc je vais me placer soit sur l'intervalle 1 plus infini, soit sur l'intervalle moins 1 moins l'infini 1. Donc on va se placer sur l'intervalle positif, ici. Ben, la solution générale sur cet intervalle va être une constante fois exponentielle de moins une primitive de 1 sur x moins 1. C'est quoi une primitive de 1 sur x moins 1? C'est... Ils n'ont pas encore fait. Ils n'ont pas fait? Damned. C'est ln. En fait, quand vous dérivez... Vous n'avez pas fait la dérivée de ln? Si, juste du ln. Voilà, Pas... la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Et si vous dérivez, pareil, c'est comme ça là. Si vous dérivez, pas ln de x, mais ln d'une fonction de x, ça va vous donner u' sur u de x. Donc ça, vous allez le faire bientôt, c'est ça? Voilà. Donc en fait, ici, vous voyez, bah, si vous voulez tomber sur... le moins 1 sur x moins 1, bah, il faut prendre ln de x moins 1. Quand vous dérivez, ça vous fait 1 sur x moins 1 fois la dérivée de x moins 1. La dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc, ça, on va trouver ça, ln, moins, pardon, de x moins 1. Il y a le moins devant. X moins 1, je me suis placé sur cet intervalle, donc il est strictement positif, donc ln existe. Bon, et maintenant, alors, si je laisse comme ça, tu le disais ce matin en maths, à tes secondes, bon, il y a un peu une espèce de convention implicite quand on fait des maths, c'est qu'on essaie de livrer le résultat le plus simplifié possible. Et or ça se simplifie grandement. Pourquoi? Parce que vous savez que l'opposé d'un ln, c'est le ln de l'inverse. Oui. ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Ça, c'est la propriété fondamentale du ln qui transforme les produits en somme. Donc ça, en fait, vous pouvez l'écrire exponentielle de ln de 1 sur x moins 1. D'accord? Et maintenant, quand vous donnez à manger à une exponentielle un ln,
ben, il se neutralise. L'exponentielle de ln de a, c'est a. Donc en fait, ça vous fait k sur x moins 1. Voilà. Donc, si vous avez la fonction x, en prenant k égale 1, et que vous la multipliez par la fonction x moins 1, si vous dérivez ça, là vous pouvez appliquer la formule Toto, ça marche. C'est-à-dire que ça vous fait bien dérivée de x, donc ça fait 1, fois la dérivée de ça, et ça fait moins 1 sur x moins 1. Alors, donc après, je ne vais peut-être pas faire le calcul, je vous le laisserai faire. Vous pouvez calculer avec, après x, vous pouvez faire x carré, x cube, mais plus généralement x puissance n. Et vous allez trouver, si vous faites f de x égale x puissance n, sauf erreur de ma part, vous allez trouver g de x égale toutes les fonctions de la forme k fois x moins n à la puissance n. Si je suis par exemple sur l'intervalle n plus l'infini. Voilà. Vous pouvez vérifier, c'est le même genre de calcul. Bon, alors revenons à quelque chose de général. Est-ce que je peux exprimer de manière générale, par une belle formule, g en fonction de f? Donc là, j'ai jusqu'à... C'était combien de temps que je parle? Ça fait 35 minutes. Combien? 35 minutes. Ah oui, j'ai en retard. Ça ne m'étonne pas. Donc, formule générale. Eh ben, si je laisse une fonction f que je ne précise pas, c'est ni l'exponentielle, ni x, ni xn, je vais sur f, c'est quoi l'équation à résoudre en g? Alors, ça fait f moins f prime g prime, je mets des variables, plus f prime g, f prime de x, g de x, égale 0. Et donc j'obtiens que g' de x est égal à f' de x. Alors, je vais passer de ce côté, donc ça fait moins f', et je divise par ça. Pour enlever le moins en haut, j'inverse le signe ici, donc ça fait moins f' de x sur f de x fois g de x. Alors là, j'ai déjà éprouvé le cas, vous voyez le truc par lequel je viens de diviser ici. Tout à l'heure, c'était x moins 1. Le problème, c'est que f' et f, il peut y avoir des points où elles valent la même chose. Donc ici, le dénominateur, il peut s'annuler. Donc il faut se placer sur un endroit, sur un intervalle. Il en existe toujours, sauf si... Parce que si la fonction f, ce n'est pas l'exponentielle, parce que pour l'exponentielle, on a vu, il n'y avait pas de solution à part la fonction nulle. Donc on dégage l'exponentielle. Si la fonction f n'est pas l'exponentielle, ça veut dire qu'il y a au moins un point où elle ne s'annule pas. Et si elle ne s'annule pas à un point, par un petit argument, on voit qu'elle ne s'annule pas autour de ce point. Donc il y a toujours des intervalles, si f est différent de l'exponentielle, où ce dénominateur n'est pas égal à 0. Et donc, là, ça va nous donner... Donc tout ça, je vous laisserai le détailler avec M. Envoy, si le sujet vous intéresse. Vous allez trouver l'exponentielle, toujours pareil, de quoi? D'une primitive de cette bête. Alors une primitive, de manière générale, ça se note, vous avez trouvé la notation? Ça se note comme ça, une espèce de grand S. Vous allez voir ça. Ça vient de... Vous savez, quand vous regardez les vieux livres, parfois, vous avez... J'exagère un peu. Summa. Les vieux livres sont en latin. Summa, c'est la somme. Ça vient de ça. Du S, du grand S, de la somme. Parce que primitive, c'est lié à la notion d'intégrale. Et une intégrale, c'est une somme infinie un peu spéciale.
Et donc ça vient de là. Donc c'est ce symbole. Très joli symbole, j'adore. Je trouve que c'est assez esthétique, enfin, quand on le dessine bien. Et donc ça fait f' de x sur f' de x, moins f de x. Et on note, alors il y a un petit symbole qui vient, dx, vous en verrez là, le sens là. Voilà. Et donc, ça c'est, on suppose que f n'est pas égal à l'exponentielle et que x il appartient à un intervalle i où f' de x est toujours différent de f de x. Ça existe forcément. Et donc on peut calculer ça. Alors, les élèves l'année dernière qui avaient travaillé sur ce sujet, ils avaient inventé un concept. C'était celui de Totoin. Alors, si vous voulez, il disait, si j'ai une fonction f fixée, ben la fonction qui marche, qui fait marcher la formule, la Toto, qui est donnée par cette formule, on va appeler ça la Totoin de f. Une transformation t peut correspondre à f, peut correspondre à l'exponentielle de cette primitive. Alors il y a juste un problème de... Parce que comme les primitives, bon, il y a cette histoire de constante, il faut savoir comment choisir la constante. Il faut choisir une primitive particulière. Par exemple, on prend la primitive si 0 est dans l'intervalle qui s'annule, qui vaut 1 en 0. C'est juste des détails pour M. Urban. Donc c'est ça la formule la formule à Toto, la totoïne qui fait fonctionner la formule à Toto. Donc après, vous pouvez vous amuser à calculer des totoïnes de plein de fonctions. Le problème, c'est que les calculs, ils deviennent vite compliqués. Parce que pour calculer ça, surtout en terminale, vous n'avez pas beaucoup d'outils. Par exemple, si vous voulez calculer la totoïne du sinus ou du cosinus, vous pouvez vous amuser à du log, ça peut être carrément infaisable, parce qu'on ne sait pas calculer toutes les primitives. C'est pas parce qu'une primitive existe qu'on sait la calculer explicitement. C'est-à-dire l'exprimer à l'aide d'autres fonctions usuelles. Donc peut-être que ni vous ni personne ne saura la calculer. Et puis après, il y en a que certains seraient calculés avec des bons outils et que vous ne saurez pas calculer. Parce que, oui. Et du coup, la formule de Toto, elle fonctionne avec toutes les fonctions possibles? Oui. Ah oui. Ah oui. Mais à part que si tu veux avoir une expression calculée, ce qu'on disait tout à l'heure, le but c'est pas de livrer. Imaginons que je calcule t de sinus. Je vais dire c'est quoi? C'est exponentiel d'une primitive de cosinus sur cosinus moins sinus. Bon. Oui, mais ça me fait de belles jambes que ce soit ça. Parce que c'est pas calculé. Et maintenant, pour calculer cette bestiole, ben, c'est compliqué. Ça, c'est faisable, mais c'est hors de portée pour vous. Alors, ce que je vous conseille de regarder, cet exemple à développer, a priori, ça, vous allez y arriver, c'est f de x égale racine de x, donc pour x strictement positif. Vous pouvez regarder aussi f de x peut être égal racine de x au carré plus 1, fois x est dans R. Vous pouvez regarder, qu'est-ce que j'ai... Tout à l'heure, j'ai griffonné quelques autres exemples. Des fonctions homographiques comme ça, x moins 1 sur x plus 1. Vous allez tomber sur des primitives que vous pourrez calculer. Et alors après, le genre de questions donc, on peut se poser pour aller plus loin, c'est de se dire, vous voyez, à part sur la première famille d'exemples, je suis parti d'une exponentielle à x, j'ai récupéré une autre exponentielle avec un autre nombre, exponentielle de bx. Donc, j'avais une fonction dans une certaine famille, je suis resté dans la même famille, et surtout, j'avais la fonction correspondante, le g, il était défini partout. Alors que pour une fonction aussi bête que x, par exemple, j'ai des fonctions qui ne sont plus définies partout. Donc, est-ce qu'on peut se débrouiller pour avoir, partant d'une fonction f qui est définie dans l'ensemble de définition R tout entier, me récupérer une g qui est définie sur R tout entier? Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut?
Ben, vous voyez que là où le bas blesse, c'est le dénominateur qui est là. C'est les points où f' va être égal à f qui vont créer des points qui ne vont pas être dans l'ensemble des définitions de la fonction g. Donc on peut se débrouiller. Donc si on veut avoir une fonction g, une totoïne, qui est définie partout, ben, il faut se débrouiller pour que la dérivée de f ne soit jamais égale à f. Alors ça, c'est pas très compliqué. Pourquoi? Ben, prenons un exemple bête. Si par exemple je cherche une fonction f qui vérifie ça. Ben, si je trouve une fonction f qui vérifie cette condition, il n'y aura pas de problème. Ça sera défini partout. Alors comment on peut trouver facilement une fonction comme ça? Ben, l'idée, c'est d'essayer de... Vous allez chercher une fonction f sous la forme x au carré plus ax plus b. Vous allez trouver des conditions sur a et b en injectant là-dedans, et ça va vous donner une fonction f telle que f' de x est toujours différent de f de x, forcément, parce qu'il sera égal à x au carré plus 1. Et vous pourrez ensuite calculer. Donc ça voudra dire que la totoïne, la g, elle sera définie partout. Bon, je ne détaille pas, je vous laisse faire ça avec. Je vais passer au sujet suivant parce que sinon je n'aurai pas le temps de vous raconter les trois. Voilà, donc voilà. Donc ça tourne autour de notions de programme. Vous pouvez parler des fonctions usuelles, des deux fonctions phares de la terminale, l'exponentielle et le logarithme, de la notion clé, aussi une notion très importante à l'analyse en terminale, la notion de primitive et d'intégrale, de la dérivation, donc c'est vraiment complètement dans le sujet, dans le programme. De toute façon, si vous décidez de travailler là-dessus, vous serez dépendant sur moi ici. Même si je suis à 1000 km, par mail, on peut communiquer, je peux vous aider. Bon. Deuxième sujet. Oui, lequel? Le coureur. Ah oui, je crois que c'est coureur. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le titre et le résumé de cet exposé. J'avais intitulé Prêt-prête, quoi. C'est aux ailes. Pour les JO, barré, le JO, ouais, voilà. Donc, si je veux filer la métaphore des JO, je voulais des sujets sportifs. Il y a du sport dedans. Bon, là, il y en a pas, hein. Toto, le sport, ça fait deux, je pense. Alors, voilà un sujet sportif. Sujet 2, sportif. On peut appeler ça temps intermédiaire. Voilà. Donc le problème c'est le suivant. Vous avez un coureur. Alors si vous n'aimez pas courir, que vous préférez faire vous êtes cycliste, vous pouvez transformer le coureur en cycliste. Il n'y a aucun problème. Ça marche aussi. Donc un coureur, moi je préfère courir que faire du vélo, donc fait, on va dire, 10 km en 1 heure de temps. Mais ces 10 km, alors soit il a couru exactement à 10 km à l'heure tout le temps, car sa vitesse moyenne est égale à sa vitesse instantanée. D'accord, il a eu un rythme super régulier. Mais peut-être qu'il est parti tranquillou à 8 à l'heure, et puis après, d'un coup, il a accéléré à 15 ou 5. Donc il fait ce qu'il veut. Il peut même s'arrêter, faire la sieste un quart d'heure, c'est pas gênant, avoir une vitesse nulle. Mais ce que j'affirme, c'est que pendant sa course, son trajet, il y a un intervalle d'au moins, il y a au moins un intervalle d'une demi-heure pendant cette heure, durant lequel il aura fait exactement 5 km. Donc il existe durant cette heure un intervalle d'une demi-heure
parcouru. 5. C'est la moitié de... Alors par exemple, supposons que le gars il court, ou la fille, notre coureur, court à vitesse constante, 10 km à l'heure. Ah ben, vous voyez, en fait si vous prenez n'importe quel intervalle d'une demi-heure, il aura couru exactement 5 km. C'est trivial. Ouais, là, pendant la première demi-heure, il aura fait 5 km, mais entre la première minute et la 31e minute, il aura fait aussi 5 km. N'importe quel intervalle d'une demi-heure sur cette heure-là conviendra. Mais s'il a couru de manière anarchique, bah, c'est pas du tout évident. Donc pour répondre, prouver cette affirmation, qu'après on va essayer de généraliser, on va introduire, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la fonction f. Donc ça c'est 0,1, c'est l'intervalle d'une heure, le cours entre 0 et 1 heure. On va dire dans l'heure. Et à t associe f de t, où f de t c'est quoi? Ben, c'est la distance parcourue par le coureur au temps t. Voilà, par exemple, je peux dire f de 0,6, c'est-à-dire quand il a fait 60% du temps, bah, il est peut-être à 4, il a parcouru 4,5 km. Dans ce cas, il faut qu'il bourre pour la suite. Alors, que signifie l'affirmation qui est là sur cette fonction f? Bah, elle dit que, je vais faire un petit dessin. Donc ça, c'est votre intervalle de temps. 0, 1. Ah, c'est le temps. Ce que j'affirme, c'est que quelque part, sur cette heure, il y a un moment donné, une plage horaire d'une demi-heure, donc, sur lequel il va faire 5 km. Cette plage horaire, bah, elle a un début et une fin. Et la fin, c'est juste un demi de plus que le début. Donc elle démarre quelque part. Alors évidemment, il faut qu'elle démarre avant un demi. Parce que si ça n'a pas démarré à un demi, ben, quelque chose de plus grand qu'un demi plus un demi, ce sera après. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part un instant, je vais noter T0. Voilà. Dans cet intervalle, il y a quelque part un point T0, tel que la distance parcourue entre T0 et T0 plus 1,5 est égale à 5, moitié de 10. Donc ça veut dire quoi? Donc il existe un certain T0 dans l'intervalle 0,5, tel que... Alors c'est quoi, à l'aide de la fonction f qui est là, c'est quoi la distance parcourue sur l'intervalle de temps T0 plus 1,5? Non, f de t, c'est la distance qu'il a parcourue depuis qu'il est parti. Il part chez lui, il lance le chrono. Donc, ça, c'est la distance parcourue depuis l'origine des temps, depuis le top départ. Et donc, en fait, par exemple, f de t0 plus 1,5, c'est la distance qu'il a parcourue depuis son départ de la maison jusqu'à l'instant t0 plus 1,5. Donc, la distance qu'il a parcourue entre ces deux instants, c'est quoi? C'est là? Non. C'est la différence. Donc, ce que je veux montrer, c'est que, voilà, il y a... Ça, c'est exactement la distance parcourue entre T0 et T0 plus 1,5. Ben, je veux montrer que donc, il existe un certain instant entre 0 et 1,5, tel que cette différence soit égale à 5. C'est ça ce qui est écrit là. Formaliser, c'est montrer l'existence de ce nombre réel, vérifiant cette condition. Alors,
Donc pour ça, je vais poser ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Vous avez déjà certainement rencontré ça. On veut montrer une certaine propriété sur une fonction. On introduit une autre fonction, on dit auxiliaire parce qu'elle va nous aider à résoudre le problème. Donc je vais poser g de t égale, eh bien justement, f de t plus 1 demi moins f de t moins 5. Et t, il appartient à 0,1 demi. Alors, si je traduis ça, quelle est la fonction g? C'est affirmer quelle propriété de la fonction g. Il existe un t0 tel qu'on est cette égalité. Ça revient à dire qu'il existe un t0 tel que g de t0 va être combien? Cette propriété-là. Si vous la traduisez en termes de la fonction g. 0. Voilà, c'est ça. Donc ça, la condition étoile, c'est dire qu'il existe un moment où g de t0, ça vaut 0. Donc il faut que je me débrouille pour prouver que cette fonction s'annule. Alors, si on ne fait pas d'hypothèse sur la fonction g, alors on ne va pas y arriver. Alors pour faire en fait, on ne va pas faire une hypothèse sur la fonction g, on va faire une hypothèse sur la fonction f. Une hypothèse raisonnable à faire, alors mathématiquement on est obligé de la faire sinon on pourrait me dire, mais physiquement ça a du sens, c'est que la fonction f elle est continue. Pourquoi? Parce que si la fonction distance parcourue à l'instant t était discontinue, ça veut dire que quand vous dessinez son graphe, il y a une déchirure. Là, ça voudrait dire que le gars, à un moment donné, s'est téléporté. Alors là, il peut courir comme il veut, mais il ne se téléporte pas. Ça voudrait dire qu'il a un instant, et puis juste infinitésimalement après cet instant, d'un coup, sa distance parcourue, elle a fait un saut. Donc il s'est téléporté. Donc ça, c'est extra. Donc l'hypothèse raisonnable, mathématiquement et physiquement, f est continue. Alors si f est continue, ben ça c'est les trucs standards que vous avez vus, g elle-même est continue, parce que c'est une différence de fonction continue, composée de fonction continue. Ça implique que g est continue. Alors je sais pas, il y en a peut-être qui me sentent venir. On va utiliser un résultat important de votre programme. Pour l'instant, je ne le dévoile pas. Alors, combien vaut g de 0? G de 0, ça vaut... Alors, f de 1,5. Alors ça, j'ai aucune idée de la valeur de f de 1,5, parce qu'on ne sait pas, au bout d'une demi-heure, le gars, est-ce qu'il a fait 5 km, est-ce qu'il a fait 2 km, 9 km, on ne sait pas comment il court de manière éventuellement erratique. C'est f de 1,5, je ne peux pas dire plus. En revanche, f de 0, je le connais. 0. Au moment de partir, il avait fait 0 kg. Moins 5. Maintenant, si j'évalue cette fonction à 1,5, j'obtiens quoi? J'obtiens f de 1 moins f de 1,5 moins 5. Mais f de 1, ça vaut combien? Ça, je le connais aussi. Au bout d'une heure, on m'a dit qu'il avait fait 10 bornes. Ouais. Donc 10 moins 5, 5. Donc ça fait 5 moins f de 1,5. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux nombres? G de 0 et G de 1,5. Ils sont opposés. Ils sont comme ça. Ils sont opposés, ouais. Ça et ça, ils sont opposés. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui est positif ou nul et l'autre qui est négatif ou nul. Je ne sais pas lequel, ça dépendra de la valeur de f de 1,5, peu importe. Donc j'ai une fonction continue j'ai une fonction continue, ça veut
C'est-à-dire que qui vaut à un certain endroit, mettons, un truc positif, à un certain endroit, un truc négatif, et elle est continue. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de lever le feutre entre les deux. Donc, ça s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Fatalement, la traversée ici, l'axe des abscisses. Donc, elle va s'annuler. Donc, c'est clé. Donc, oui, c'est obligé qu'elle s'annule, au moins une fois. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires, je note l'abrégé TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Donc, il existe bien un T0 tel que G de T0 est possible. Et donc, la propriété est prouvée. Alors, on peut se dire, maintenant, est-ce que 1,5 joue un rôle magique? Parce que, est-ce que par exemple, il existe un quart d'heure durant lequel il aura fait le quart du parcours? Donc 2,5 km. On peut se poser la question. Plus généralement, si vous fragmentez vous prenez la énième partie de votre heure, divisé par n, donc est-ce qu'il y a un intervalle de temps de longueur 1 sur n, durant lequel il aura fait d sur n, la énième partie de la distance? Alors en fait, oui, toujours, pour les 1 sur n. Alors je vais vous le faire directement pour le cas général. Donc, plus généralement, donc quel que soit l'entier n supérieur ou égal à 2, alors on l'a fait pour n égale 2, il existe un intervalle de temps, donc on va dire T0 plus 1 sur n, donc il dure un énième d'heure, pendant lequel le coureur aura parcouru la distance. Donc il avait fait, ici fait 10 en tout, 10 sur n. Vous pouvez le faire avec une distance. J'ai mis 10, mais si j'avais mis 15, ça aurait changé. Vous pouvez prendre une distance d. Ça revient au même. Alors, comment le faire? C'est la même idée, juste un tout petit peu plus travaillé. Donc, cette affirmation, je la traduis exactement comme ça. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il existe dans certaines T0, alors le T0, il peut, cette fois, pour un énième, il peut intervenir le tout c'est qu'il ne soit pas au-delà de n-1 sur n. Donc il y a un intervalle de temps entre 0, un instant entre 0 et n-1 sur n. Imaginons que si c'est n égale 4, donc un quart d'heure, donc ça veut dire qu'il ne faudra que le début de cet intervalle de temps, il démarre maximum au bout de 45 minutes. Sinon, ce sera trop tard. Donc 3 quarts. Donc il existe un T0 appartenant à 0, n-1 sur n. Pour n égale 4, n-1 sur n, ça me fait les 3 quarts. Tel que, donc f de T0 plus 1 sur n, moins f de T0, est égal à d sur n. Exactement la même chose avec n à la place de 2. Donc on ne change pas une équipe qui gagne. On introduit la même fonction auxiliaire. Donc t il appartient à 0, n-1 sur n. Et ce qu'il faut, c'est se débrouiller pour prouver qu'elle s'annule. Alors,
pour n égale 2, je l'avais évalué en 0 et 1,5, ça m'avait donné le résultat. Là, il va falloir l'évaluer en plus de points. Je vais enlever mon pull, parce que commence à avoir chaud. Donc, on va l'évaluer en 0. Alors, en 0, j'ai de 0. Ça vaut combien? Alors, ça vaut f de 1 sur n, dont j'ignore absolument la valeur, moins f de 0, alors ça vaut 0, voilà, je ne mets pas, moins d sur n. Alors, en quoi je vais l'évaluer après tout à l'heure, je l'ai fait en 0 et 1,5. Là, je vais le faire en 0 et puis en quoi? Le point suivant, je vais regarder où? En. Vas-y, dis. Alors, un quart, oui, il y aura. Non, pas forcément, parce que le quart, on ne sait pas. Tu vois, imaginons que j'ai pris n égale 3. Le 1 quart par rapport au 1 tiers, il sera mal fichu. En quoi? À 1 sur n, voilà. Si je le calcule en 1 sur n, je vais trouver quoi? Ben, je vais trouver f de 1 sur n plus 1 sur n. 2 sur n. Donc j'ignore absolument la valeur aussi, je le laisse. Moins f de 1 sur n. Moins d sur n. Maintenant, je vais l'évaluer en quoi? Après vous. Donc là, si j'avais n égale 2, voilà, j'aurais eu g de 0, g de 1,5, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Il faut que je continue. Donc je vais l'évaluer en G de 2 sur n, voilà. Vous avez compris? G de 2 sur n, ça va faire f donc de 2 sur n plus 1 sur n, 3 sur n, moins f de 2 sur n, moins d sur n. Bon, et puis etc. Et je vais aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est là. C'est n-1. Donc j'ai de n-1 sur n. n-1 sur n, c'est 1 moins 1 sur n. Hein. Ça. C'est 1 moins 1 sur n. Alors ça vaut combien? Eh bien, ça vaut 1 moins 1 sur n auquel je rajoute 1 sur n. Donc ça vaut 1. Donc je suis à f de 1. Ouf, un truc que je connais, c'est 10. Ça c'est f de 1 égale 10. Et puis moins f de n moins 1 sur n, moins d sur n. Voilà. Tu mets 10, mais tu veux pas mettre D plutôt? Non, parce que là j'ai mis. Bon, je l'ai fait avec 10, mais ça marchera avec D aussi. Ah oui, parce que j'ai mis D. Oui, c'est pour ça. Avec D. Ouais, on va dire D, c'est 10, mais ça marche avec n'importe quel. Ça marche. Avec tout. Ouais. Effectivement, j'ai basculé de 10 à. Ok. Alors, bon, je me retrouve devant toutes ces lignes-là, je ne sais pas qu'en faire. N'oublions pas que je veux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, ce que je voudrais, c'est montrer qu'il y a deux valeurs de G qui sont de signes opposés. Si je montre qu'il y a deux valeurs de signes opposés, le théorème des valeurs intermédiaires me dit que je suis obligé de m'annuler par continuité entre les deux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un a une idée pour qu'est-ce qu'on a envie de faire quand vous voyez ce truc dans le f de 1 sur n qui est ici, il se répète ici avec le signe opposé. Le 2 sur n qui est ici, il se répète ici avec le signe opposé. Le 3 sur n qui est là, en fait je ne l'ai pas écrit, il sera ici avec le signe opposé, etc. Qu'est-ce qu'on aura envie de faire? Voilà, de tout sommer. On fait une grande addition, là, géante. Et on trouve donc g de 0, g de 1 sur n, plus g de 2 sur n, plus etc., plus g de n moins 1 sur n. Ça vaut combien? Eh ben, ça se barre avec ça, qui se barre, ça se barre avec ça, ça se barre avec ça, celui-ci va se barrer avec celui-là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le télescopage par format, comme les dominos là. Et puis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai combien de lignes? J'en ai n, de 0 jusqu'à n moins 1. Donc là, j'accumule moins d sur n, moins d sur n, moins d sur n, moins d sur n, n fois.
Donc ça me fait moins d. Et il y a plus d ici. Ouais, donc ça fait, ça fait 0 plus d moins n fois d sur n. Et donc ça fait 0. Donc quand j'additionne, la somme des valeurs, j'aurais pu faire ça comme tout à l'heure, hein, quand j'ai constaté que les deux nombres ils étaient opposés, c'est une autre façon de dire que si je les avais additionnés, j'aurais obtenu 0, on est d'accord. Donc là, j'obtiens que la somme de ces n nombres fait 0. Mais alors, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être tous strictement positifs. Parce que s'ils étaient tous strictement positifs, le résultat serait strictement positif. Ils ne peuvent pas être non plus tous strictement négatifs, parce que sinon la somme serait strictement négative. Donc ça veut dire que parmi eux, il y en a au moins un qui est d'un signe plus et l'autre qui est de signe moins. Triangulaire intermédiaire, le G s'annule entre les deux points. Et donc ça marche. Pas être tous strictement positifs ou tous strictement négatifs. Donc, l'un au moins est positif ou nul, un autre négatif ou nul, et donc on conclut par le TD. Alors, c'est 0,12 donc. J'ai une question. Hein? J'ai une question. T'as une question? Oui. Qu'est-ce qui dit par contre que c'est forcément de longueur 1 sur n? Qu'est-ce qui nous dit que par exemple ce serait G de 1 sur n et G de 2 sur n qui serait de... Peu importe. Imaginons que ça soit G de 0 qui soit positif et le dernier qui soit négatif. Tu es sûr que ta fonction G, elle va s'annuler quelque part. Et l'annulation de G par définition, oui. c'est l'existence de ça. Oui, ils ne sont pas forcément consécutifs, hein, les deux qui vont avoir des signes opposés. Il peut y avoir une ribambelle de positifs et puis d'un coup un négatif. Mais de toute façon, ça revient. Ceci étant, ça revient même parce que forcément, imaginons que ce soit positif, positif, à un moment donné, ça va changer de signe. Donc il va y avoir deux à côté qui ne vont pas avoir le même signe aussi. On peut le dire comme ça. Voilà. Combien il me reste? Du coup, grosso modo, une demi-heure, Ouais, sans donc, les questions. Voilà. Donc je passe au rail, non? Je vais juste te dire. Alors la question naturelle qu'on peut se poser, c'est et puis tu pourras les guider s'ils prennent ça. Est-ce que c'est pareil si on dit, revenons, mettons, pour fixer les choses numériquement, le coureur a fait 10 km. Donc, ce qu'on vient de démontrer, c'est que il y a forcément une demi-heure où il a fait 5, forcément un quart d'heure où il a fait 2,5 km. Mais si on prend maintenant un intervalle de temps, mettons 3 quarts d'heure, est-ce qu'il y a un intervalle de temps de durée, 3 quarts d'heure, durant lequel il aura fait 3 quarts de la distance, c'est-à-dire 7 km et demi? Et là, la réponse, c'est étonnant, et c'est non, pas forcément. C'est-à-dire que le coureur peut emprunter une façon de courir très tarabiscotée qui fait qu'il n'existe aucun intervalle de durée 3 quarts d'heure pendant lequel il aura fait les 3 quarts de la distance. Donc ça, c'est le prolongement. De toute façon, j'en ai une note à monsieur Lavoie. En tout cas, donc, en fait, ça ne marche que de manière sûre, comme on l'a affirmé, qu'avec des intervalles de temps de durée 1 sur n où n est un entier. Si vous passez à un intervalle de temps qui n'est pas du type 1 sur n, ça ne marche pas forcément. Ça peut marcher, parce que déjà s'il court de manière uniforme, ça marche, quel que soit l'intervalle de temps. Et s'il prend une façon de courir très biscornue, ça peut ne pas marcher. Voilà. Donc ça c'est le... Et là il me faudrait encore autant de temps quasiment pour le dire. Donc là, on n'est pas dans le cas où il court 5 km en une demi-heure. Si, là, ça, cet énoncé général règle, c'est que
quelle que soit la distance d qu'il parcourt en 1 heure, quel que soit l'intervalle de longueur 1 sur n que tu prends, il existera toujours donc un intervalle de longueur 1 sur n, de temps 1 sur n, pendant lequel il aura fait d sur n kilomètres. Alors, imaginons que tu divises par 60, tu prends n égale 60, donc il y a un intervalle d'1 minute, il y a 1 minute pendant lequel il aura fait sa distance divisée par 60. Tu prends n égale 18, il y a un intervalle de longueur 1 sur 18, durant lequel il aura fait le 18e de sa distance, etc. Et si tu sors des 1 sur n, tu prends 2 tiers, 3 quarts, etc., c'est pas forcé. Et du coup, là, on parle du fait que sa course, elle est constante. Ah non, non, ça c'est justement, quel que soit ça. Si la course s'il a une vitesse uniforme, le problème est trivial, il n'y a rien à faire. Là, c'est quelle que soit sa manière de courir. Vous avez jamais vu le dessin animé, là, les vieux dessins animés de Walt Disney, le lièvre et la tortue là. Le lièvre, il part, il fait la course avec la tortue, donc comme il sait que la tortue, elle est lente, alors il part comme un bolide, et puis après il est distrait par quelque chose, il s'arrête, après il fait la sieste, il fait un match de tennis avec des lapines, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des intervalles entiers sur l'heure où la fonction, elle reste constante, elle ne bouge plus. Donc il peut très bien, mais quelle que soit sa manière de courir, qu'elle soit très régulière ou complètement erratique, le phénomène aura lieu. Alors que si on prend des intervalles de temps qui ne sont plus du type 1 sur n, alors il peut adopter des façons très erratiques de courir qui font que la propriété ne sera pas vérifiée. C'est bon, je peux passer au... Oui. Ça veut dire que notre 3 quarts de temps, notre 3 quarts d'heure, il marche que si le coureur il est sur régulier. Alors, pas que. Non, pas que. Alors, si c'est régulier, oui. Non, au contraire, je dirais que vraisemblablement, pour la plupart des profils de course, ça va marcher. Mais il doit adopter un profil de course qui fait que... Parce qu'on donne une fonction, justement, f, qui est un contre-exemple. C'est une fonction f tarabiscotée, qui dit, si le coureur il court comme ça, en adoptant cette loi horaire, on va dire, alors il n'y aura aucun intervalle de 3 quarts d'heure durant lequel il aura fait les 3 quarts de la distance. Bon, et je vous le laisse découvrir à l'émotion. Alors, troisième et dernier problème, ça c'est sûr, c'est un problème de SNCF. Donc si je suis un peu en retard, c'est pas grave. Sujet 3. Alors donc, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un problème de rail. On peut trouver un titre. Ouais. En fait, c'est un problème de dilatation de rail, on va dire. Mais c'est pas vraiment une dilatation. Donc j'ai une voie de chemin de fer là qui fait 5000 mètres, 5 km. Parfaitement rectiligne. On fait abstraction du fait que sur 5 km, éventuellement la rotondité de la Terre pourrait un peu jouer. Elle est parfaitement rectiligne. Et puis, allez savoir quelle idée nous passe par la tête. On décide d'intercaler 1 mètre de rail en plus. Donc imaginons on coupe là, et puis on rajoute 1 mètre de rail. Alors évidemment, et ça bouge pas. Hein. Je ne rajoute pas mon mètre de rail en poussant vers la droite ou vers la gauche. Donc c'est coincé aux extrémités. Vous pouvez imaginer l'expérience sur une plus petite distance. Vous avez un truc bloqué entre deux plots et vous voulez rajouter un petit segment. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là, le truc qui va se bomber, quoi, il va monter. Ouais. Bon. Parce qu'il y aura 5001 mètres à faire rentrer, ça ne peut pas rester à plat puisque il n'y a que 5000 mètres, donc ça va un peu monter. Alors on suppose que ça monte en épousant un arc de cercle. La question, là j'ai 5001 mètres, parce que j'ai rajouté un mètre.
Donc ça se bombe, la question c'est est-ce que ça monte haut ou pas? Alors, la question est plus précise que ça, c'est jusqu'où ça monte? Intuitivement, vous diriez que ça monte de quel ordre de grandeur? Moi, Allez-y, envoyez des ordres de grandeur, c'est tout. Toi, t'as dit 1 mètre? 1 moins mètre? d'un mètre. Hmm Moins d'un mètre. Moins d'un mètre? Quelques centimètres, hein, qui dit mieux? Ça dépend de la pression. Tu sais, mais tu Ouais, tu n'avez pas d'avis? Ce qu'elle dit qu'il fait de la physicienne. Vraiment monter de rêve. Qui dirait plus d'un mètre? Voilà, c'est Alors, combien de mètres? Hein? Plus d'un mètre, c'est quoi? 1m50, 2 mètres? 3-4 mètres. J'ai 3-4 mètres à ma gauche qui dit mieux. 3-4 mètres. Tu as juge ou pas? Bon. Alors. Allez, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît. Ah, j'ai chauffé la salle. Ouais. Alors regardez. Il y a une façon déjà de se faire une idée. Parce que l'arc de cercle, ça va être un poil plus compliqué. C'est le but du problème. Mais je peux vous faire un truc qui est plus approximatif. C'est supposons que ça soit monté en triangle. Et au lieu que voilà. Bon là, le train, il aura du mal à passer. Hein. Là, ça va lui gratter le ventre. Il va passer. Bon. Alors, supposons, approximation. Juste pour avoir un ordre d'idée de la hauteur. Parce que, en fait, si ça monte en arc de cercle, ça montera moins haut que quand ça monte, en triangle. Mais quand même, ça ne sera pas très loin, donc ça nous donnera une estimation. Alors pourquoi là, je peux le calculer facilement? Voilà, c'est Pythagore. Parce que ici, donc, je suppose que le truc est symétrique, donc là, le sommet il est au milieu. Donc j'ai combien là? J'ai 2500 mètres. Là, j'ai 2500,5. Et là, j'ai H, c'est ce que je cherche. J'écris Pythagore. Donc j'ai 2500,5 au carré, qui est égal à H carré, moins 2500 au carré. Donc ça me donne que H carré, plus. H carré, c'est donc 2500,5 au carré, moins 2500 au carré. C'est la différence de 2 carrés, A moins B fois A plus B. Donc 2500,5 moins 2500, ça fait 0,5. Fois 5005. Donc ça fait 2500 à moitié de 5005,25. Bon, vous m'accorderez que c'est à peu près 2500. Alors H carré vaut 2500 mètres carré. Donc H il vaut à peu près 50. C'est éloigné du compte. 50 mètres. 50 mètres, ouais. Et ouais, Tu tombes des nuits. c'est contre-intuitif. Alors on va voir que pour le cercle ça monte un peu moins haut, mais... Donc revenons au problème. Genre, il est vraiment coincé entre les becs, tu peux pas le. Alors pour l'instant, ça n'a aucun rapport avec votre programme, mais c'est juste une introduction, et après vous êtes... Côté programme, c'est ce que j'appelle les équations transcendantes. Alors, Il commence tôt, il finit là, et tu peux pas l'étirer. Tu es obligé de le faire remonter. là je dessine le cercle dont ceci est un arc de cercle. Donc, là où j'ai ma voie, là j'ai le centre. Je vais appeler alpha cet angle.
Là, j'ai le rayon que j'ignore. Ce que j'ignore, c'est le rayon du cercle et l'angle. Ce que je connais, c'est quoi? C'est ici, là, j'ai 2005. Et là, ici, la longueur de l'arc, ici, c'est donc 2500,5. Et puis, j'ai H. H, c'est ce que je cherche. Alors, on y va. Alors là, il faut faire un tout petit peu de géométrie, mais c'est la géométrie très simple. Qu'est-ce que j'ai comme, comme relation? Ben déjà, j'ai une relation, j'espère que vous connaissez, entre l'angle alpha, il est exprimé en radian, et la longueur de l'arc de cercle. Ah, ça, c'est en fait, la longueur de l'arc de cercle, c'est alpha fois le rayon. Vous connaissez ça? C'est quand vous faites le tour complet, vous avez 2 pi r. Donc vous avez 2500,5 qui vaut alpha r. Là, c'est le lien entre l'angle en radian et l'arc intercepté. D'autre part, si vous avez un triangle rectangle, vous avez donc, ce que je connais, c'est ce côté. Donc vous avez 2500 divisé par r, c'est le sinus de alpha. D'accord? Sinus de alpha, c'est 2500 divisé par r. Côté opposé sur l'hypoténuse. Bon, ça me suffit. Pourquoi? Ben parce que si je... Donc ici, vous avez donc 2500 qui vaut R sinus alpha. Donc si vous faites le rapport de celle-là avec celle-là, les R ils se barrent, parce que le rayon, je m'en fiche, on va dire. Ça me dit donc que sinus alpha sur alpha, ben, ça vaut 2500 divisé par 2500,5. Ce nombre, je le note K. Et il est strictement plus petit que E. Donc en fait, ce que je dois résoudre, alors si je trouve alpha, eh ben c'est bon, j'ai tout, j'aurai R bien sûr, mais j'aurai H aussi. Pourquoi? Si on a alpha, on a H. C'est H qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que H, c'est égal à quoi? Ben, c'est le rayon. Le rayon, je le connais par ses formules, si je connais. Donc c'est le rayon moins cette longueur-là. Et cette longueur-là, c'est quoi? C'est R, cette fois, cosinus alpha. Donc ça, c'est R, facteur de 1 moins cosinus alpha. Et le rayon, on a dit que c'était, alors au choix, c'est 2500,5 sur alpha, ou ici c'est 2500 sur sinus alpha. Je préfère l'écrire comme ça. Donc ça fait 2500 1 moins cos alpha divisé par sin alpha. Donc si j'ai le alpha, bon ça peut simplifier hein, si vous êtes un peu, si vous avez la fibre trigonométrique. 1 moins cos alpha, c'est 2 cos carré alpha sur 2. Et sinus alpha, c'est 2 sin alpha, alpha sur 2, cos alpha sur 2. Bon, ça, c'est pas fondamental. Les deux, ils se barrent, les cos alpha sur 2, ils se barrent pour moitié. Et donc, vous trouvez finalement cette formule, que H il vaut 2500 divisé par tangente alpha sur 2. Puisqu'il vous reste un sinus alpha sur 2 en bas et un cos alpha sur 2 en haut. Bon. Donc tout revient à résoudre cette équation qui est ici. Alors cette équation qui est ici, sin alpha égale k alpha, vous pouvez la résoudre à la calculette. Parce que le problème, c'est que sin alpha égale k alpha, c'est ce qu'on appelle une équation transcendante.
je ne sais pas si j'ai le temps de vraiment vous expliquer ce que veut dire transcendant, mais disons que transcendant, ça, c'est un adjectif qui s'oppose à algébrique. Par exemple, quand vous résolvez des équations du second degré, c'est des équations algébriques. Si vous résolvez des équations polynomiales du troisième degré, de n'importe quel degré, c'est des équations algébriques. Ici, on peut pas, il n'y a pas de formule qui va vous donner une valeur exacte de alpha. Il va falloir faire des approximations dans votre calculette. Elle a des algorithmes pour calculer une valeur approchée de sinus alpha. Et pour résoudre ça. Alors, en fait, est-ce que quelqu'un a une calculette pour le calculer? Déjà, et après, moi, je vais vous montrer comment le faire sans calculette. Alors, à la calculette, de mémoire, ça fait 0,03 et quelques. 26. Mais la règle est là en radian. Attention. Tu en fonction, Le cas, il vaut 2500 divisé par 2500,7. tu poses la fonction sinus x moins 2500x. Alors, bon, là que vous... Attends, K c'est combien? K, c'est là. Ah oui, non. C'est 2500 divisé par 2500. Bon, Ça vaut un petit peu moins que... Donc là, 2500, faut que tu divises par 2500,5. X, toujours. Le x il est Ouais, dans... dehors. Et là tu... Voilà. Et tu regardes est-ce que ça s'annule. C'est en 0,03. Oui, il me semble de mémoire, ça je peux prendre mon cahier, mais 0,036. On arrive. T'entends le train? Ah oui, entre 0,03 et 0,04. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais. 0,036. Voilà. Donc, radian, hein, c'est des radians. Oui. Donc, si vous calculez le H, calcule le H avec cette formule, donc celle-là, là, 2500 sur tangente alpha sur 2. C'est entre 0,034 et 0,035. Ici, là? Ouais. 0,0... Ah bon? Bon, en fait, et vous trouvez, en tout cas, on trouve H, c'est de l'ordre de 43 mètres. Vous vérifierez les calculs. Oui, là, je me suis trompé dans ma formule ici. Pardon. Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Excusez-moi, là. Je l'ai mis à l'envers. J'ai écrit une connerie. Ici, 1 moins cos alpha, c'est 2 sin carré. Je me disais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ici. 1 moins cos alpha, c'est 2 sin carré. Donc, c'est les sines. On va pas être la tangente est là en haut. Je me disais 2500 divisé par un truc tout petit. Ça va exploser. Donc, c'est pas bon. C'était 2500 fois. Je me suis trompé dans ma formule de trigo. 1 moins cos alpha, ça vaut 2 sin carré. Voilà. Donc, si vous calculez la tangente de alpha sur 2 avec cette approximation, vous trouvez à peu près h égale 43 mètres. Alors, donc comment résoudre alors? Sin alpha égale k alpha sans calculette. Alors, il y a une approximation du sinus que vous devez connaître, que vous utilisez peut-être en physique. C'est que si alpha est petit, et vous voyez que dans les faits, il est pas très grand. Si alpha est petit, sinus alpha, ils vont à peu près combien? Alpha.
Ça, c'est beaucoup utilisé en physique. Alors, si vous remplacez sinus alpha par alpha, là-bas, vous n'allez pas aller loin. Pourquoi? Parce que ça va vous donner l'équation, là. Ça vous donne que alpha est à peu près égal à k alpha. Mais comme k il est strictement plus petit que 1, ça vous donne alpha égale 0. Ah oui, vous savez que alpha égale 0, évidemment, il solutionne ça. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un nombre pas nul qui solutionne ça. Donc ça ne donne rien. Alors, il y a une approximation meilleure, c'est que sinus alpha, il est aussi à peu près égal. Alors, je poursuis. Bon, vous ferez ça quand vous serez si vous allez faire des études de maths en première année, par exemple, on appelle les développements limités. On a cette approximation. Alpha, il est à peu près égal, sinus alpha, pardon, il est à peu près égal à alpha moins alpha cube sur 6. Je vais préciser ce que ça veut dire. Alors, si j'admets ça, donc ça me donne que E, il va s'écrire comment? Mais ça me dit que alpha sur moins alpha cube sur 6, il est à peu près égal à k alpha. Et je peux simplifier par alpha, parce que ce qui m'intéresse, c'est pas alpha égale 0. Donc ça me donne 1 moins alpha carré sur 6, qui est à peu près égal à k. Et donc ça me donne que alpha carré, il vaut 6 fois 1 moins k. Et donc je trouve que alpha, c'est à peu près égal à racine de 6 fois 1 moins k, avec k qui vaut ça. Et vous allez trouver à peu près... dans le 0,036, c'est peut-être ce que j'ai trouvé en utilisant ça. Parce que moi, je ne l'ai pas calculé à la calculette. Je pense à rien calculer. Si on fait 0,036, ça fait 45. Ouais. Oui, d'accord. Bon, 45. Et donc, c'est là qu'on trouve que c'est à peu près 0,036. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc est à peu près égal? Et à peu près égal, c'est pas très précis comme information. Alors, en fait, le résultat, c'est que, petite proposition, j'affirme que si vous prenez n'importe quel alpha strictement positif, vous avez l'encadrement suivant. C'est que sin alpha moins alpha cube sur 6. Donc ça, c'est l'erreur que vous commettez quand vous remplacez sinus alpha par cette expression polynomiale. Et cette erreur, déjà, elle est positive. C'est-à-dire que le sinus, il est plus grand que ça. Et c'est plus petit que alpha puissance 5 divisé par 120. Donc, vous voyez que si alpha n'est pas très grand, l'erreur que vous commettez, avec un alpha, par exemple, qui est de l'ordre de ce qu'on vient de trouver, puissance 5 divisé par 120, je fais le calcul, c'est de l'ordre de 10 moins 10. Donc, c'est une bonne approximation. Alors, est-ce que vous sauriez démontrer, ça c'est en plein dans votre programme, ce genre d'encadrement, d'approximation? Alors là, ben, c'est un peu comme tout à l'heure dans l'histoire du courant, il faut introduire des fonctions auxiliaires. Vous prenez g de alpha, et vous prenez g d'alpha égale sin alpha moins alpha plus alpha cube sur 6. Je vais vous le faire au moins pour l'inégalité de gauche. Montrer l'inégalité de gauche, c'est-à-dire l'inégalité 1, ça veut dire quoi? Il faut montrer que g de alpha est toujours comment? Toujours supérieur à 0. Il faut montrer que g est positive. Pour avoir le signe d'une fonction, ben on fait souvent des tableaux de variation. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dérive. G' de alpha, ben, ça fait cos alpha moins 1 plus alpha cube sur 6. Donc si vous dérivez, ça fait alpha carré sur 2. D'accord? Ensuite, G seconde de alpha, ben, ça fait moins sin alpha plus alpha. Et encore une fois, G tierce, ça fait moins cos alpha plus 1. Ah, là je suis renseigné. Ça, c'est toujours comment? Moins cos alpha plus 1. Comme signe. Si vous avez 1 et que vous enlevez un cos alpha, ça me fait toujours un nombre qui est supérieur à 0, hein, puisque les cos, ça vit entre moins 1 et 1. Donc ça, c'est positif.
Donc ça veut dire que donc j'ai 0 plus l'infini. Donc j'étudie G. Donc qu'est-ce que je viens de trouver? C'est que G tierce, elle est toujours positive. Ouais. Donc, puisqu'elle est positive, ça veut dire que G seconde, elle fait quoi? Ben, elle croît. Et elle croît à partir de 0. Un 0, elle vaut combien G seconde? Ben, elle vaut 0. Donc elle monte à partir de 0. Donc elle est positive à son tour. Ah, mais alors G', elle est croissante. Elle est croissante à partir de 0. Un 0, ça vaut combien? 1, moins 1, 0, plus 0, 0. Donc elle croît à partir de 0. Donc elle est positive. Et alors G, elle est croissante. Elle est croissante, et un 0, elle vaut combien? 0 aussi. Donc elle est positive. Vous faites la même chose avec... je ne vais pas le faire, c'est le même yoga, il y a juste un peu plus à dériver. Vous posez h de alpha égale sin alpha, moins ça, et vous devez montrer qu'elle est cette fois négative. Bien, si vous voulez préférer travailler les positifs, vous faites, vous prenez l'opposé, ça, moins ça. Vous faites le même genre de truc et ça me donne. Voilà. Donc ça justifie, qu'est-ce que ça veut dire que c'est à peu près égal? Vous avez un encadrement d'erreur. 42, est-ce que j'explique ce qu'est une fonction transcendante ou pas? Je pense que c'est... Trop tard. Ouais. Ouais, mais tu leur expliqueras. S'il y en a qui veulent... Voilà. Bon, ben, je vais m'arrêter là, faute de temps. Le trait est arrivé. Est-ce que vous avez des questions, soit sur les exposés, soit de manière générale sur la recherche en maths, qu'est-ce que c'est un enseignant-chercheur, etc., etc. Mélissa. Les exposés, c'était très intéressant dans le sujet de la SCCF, mais comment nous apprendre ça pour notre entourage? Alors après, voilà, il y a une phase de... Il faut arriver à l'adapter à l'exercice qui est très normé. Si j'ai compris. Moi, enfin, par exemple, si je prenais ce truc, c'est quoi le fil? Je dirais, voilà, je poserai le problème. En plus, ça, le problème, vous pouvez le poser. C'est facile à poser sans écrire. Voilà, j'ai un rail, etc. Et après, vous pouvez dire qu'aussi, de manière moins fantaisiste, qu'ajouter un mètre de rail dans le rail, on peut se dire ça c'est un truc de matheux, quoi. Mais après, plus réellement, les rails ils se dilatent, le soleil. Donc évidemment, ils ne vont pas prendre 1 mètre pour 5000 mètres, j'imagine, mais s'ils se dilatent un peu, forcément ça va se bomber et ça pourrait être intéressant de calculer pareil la hauteur du bombement. Donc vous pouvez en plus le rattacher à un problème pratique de la vraie vie. Bon. Une fois que vous avez exposé ça, vous dites, pour résoudre ce problème, c'est un petit problème de géométrie assez élémentaire qui fait intervenir de la trigonométrie, et on tombe sur une équation, mais qui n'est pas une équation polynomiale, on va devoir résoudre sinus, une équation de type sinus x, sinus alpha, égale un nombre fois alpha, ce nombre étant strictement plus petit que 1. Et ça, on ne sait pas le résoudre de manière exacte. Alors on peut demander à la calculette de le faire, mais ce qu'on va vous proposer, c'est une méthode par approximation. Parce qu'on a une approximation du sinus qui est assez bonne, et donc on se propose d'encadrer l'erreur, qui consiste à remplacer sinus alpha par alpha moins alpha cube sur 6. Ce faisant, on tombe sur une équation du second degré, et on trouve une valeur de alpha, qui est plus petite, et qui nous donne une élévation de notre rail de l'ordre de 43 ou 45 mètres. Voilà. Donc ça peut être ça le truc. Et après, je ne sais pas ce que vous avez le droit de présenter. Alors pour rappel, vous avez le droit à... Enfin, il y a 20 minutes de préparation en amont. Dans ces 20 minutes de préparation, vous aurez des feuilles de brouillon que vous pouvez transformer en support. Alors la règle très bidon, c'est que vous n'avez pas le droit de les donner explicitement à votre jury, mais vous avez le droit de les montrer. Mais du coup, pensez bien au fait que vous avez quand même des supports que vous pouvez préparer. Et par exemple, le petit schéma là, avec le cercle, etc., et les petites constructions géométriques,
vous pouvez les montrer à votre jury. D'accord? Alors bien évidemment, cette question du support, elle fait partie intégrante de votre préparation au grand oral, c'est-à-dire lorsque vous passerez le jour J, vous ne devez pas ne jamais avoir réfléchi au support et vous dire tiens, je l'invente. Il faut que ce soit déjà un truc qui soit un peu réfléchi dans votre tête, de manière à ce que quand vous rentrez dans votre phase de préparation, bah, vous avez déjà une idée claire du support que vous avez préparé à votre jury. Et après, alors certes, ce qui est compliqué, c'est quand même la première partie, vos 10 minutes de présentation. Vous pouvez pas utiliser le tableau, donc vous avez que le droit à votre support. Par contre, vous avez quand même une facilité par rapport aux années antérieures, c'est que durant la phase de questions, vous aurez le droit d'utiliser le tableau si le jury vous y invite. Chose que n'avaient pas le droit vos prédécesseurs auparavant. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu vois, enfin, parce que celui-là, donc tu peux le raconter comme j'ai dit, en allant moins vite. Mais le premier, parce que ces élèves, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, les élèves dont j'ai parlé là. Pour Toto, c'est pas non plus tout à fait. Vous avez vu, il y a du calcul, et donc il faut arriver à le raconter. Bon, il y a quand même une introduction qui peut être sympa, la formule, voilà, et Toto il se trompe, mais quand même il peut avoir raison de temps en temps. On se propose de trouver des situations où il a raison. Vous mettez en avant les concepts du programme que ça va mobiliser, cognitive, etc. À mon avis, il y a de quoi faire un LAUT, mais il faut s'entraîner. Hein. Et puis après, si vous avez un peu des choses à écrire, ben, vous y allez et vous montrez vos calculs. Quoi. Pareil pour le deuxième. Les trois, à mon avis, vous avez de quoi raconter à un jury sans écrire, ils vont comprendre quelle est la problématique. Est-ce que vous avez d'autres questions soit sur ça, soit sur n'importe quoi d'autre. Sur n'importe quoi d'autre, comme ça je réponds. Vous êtes moins créatif que mes secondes en termes de questions. Hein. Non, mais vous pouvez poser des questions sur autre chose que le grand oral. J'ai pas une question, c'est du coup actuellement vous êtes juste professeur ou vous êtes Alors, ça veut dire quoi juste professeur? Non, pas juste professeur, mais vous avez parlé de recherche, mais Non, ben, c'est moi, quoi la recherche? mon statut, comme tous les collègues qui sont en général à l'université, c'est un statut d'enseignant-chercheur. Donc notre boulot, c'est de faire de l'enseignement dans les étudiants et de la recherche dans un laboratoire. C'est moi toi. Mais les recherches, ça consiste en quoi? C'est vous résolvez de nouveaux problèmes? Voilà, ben, la recherche, si tu es biologiste, que tu travailles sur je sais pas, des bactéries, tu vas élever des colonies de bactéries, je sais pas, tu vas faire des relevés des populations, je ne sais quoi, tu vas regarder des microscopes. Nous, en maths, bon, t'imagines que c'est pas ça. Donc on essaie effectivement de trouver soit de nouvelles propriétés d'objets mathématiques bien connus, d'introduire des nouveaux concepts, de répondre à des questions qui ont été posées par nous-mêmes ou par des collègues qui sont plus ou moins vieilles. Donc si c'est des vieilles questions, je ne sais pas si tu étais là hier. Non. Hier, je parlais d'un célèbre problème de théorème de Fermat. Il y a des conjectures. Personnellement, je travaille sur ce format de problème, qui est un problème monstrueux. Mais c'est des problèmes qui ont mis parfois des siècles. Donc, quelqu'un pose un problème à un moment donné, et puis ça s'appelle une conjecture. Il dit je pense que ceci est vrai, puis après les gens essaient de le prouver. Et donc soit ça devient un jour un théorème parce que la conjecture s'avère vraie, soit quelqu'un trouve un contre-exemple et la conjecture s'avère fausse. Voilà. Donc en fait le travail, ça c'est de répondre à des questions posées par d'autres, posées par soi-même, et à faire avancer la connaissance des objets mathématiques. Ça c'est si tu fais des maths pures, fondamentales. Et là, si tu fais des mathématiques plus appliquées, ça peut être pour essayer d'appliquer les mathématiques à la résolution d'un problème qui est posé par la vraie vie, qui va déboucher sur quelque chose de tangible, un appareil ou un profil d'aile d'avion, ou je ne sais pas. En tout cas, un enseignant-chercheur, donc son statut, il fait à peu près la moitié d'enseignement de ce que fait un enseignant du secondaire, de l'ordre de 8 heures par semaine. Et puis, le reste du temps, il fait de la recherche.
travaillez avec les ingénieurs? Non, moi je fais. Non, je suis pas du tout appliqué. Je suis pas du tout dans la vraie vie. Ouais, pour ma part, je fais que des trucs complètement inutiles. Pour les équations transcendantes, c'est quand on n'arrive pas à faire un calcul en gros et qu'on cherche une approximation. Alors, ce qu'on appelle une équation transcendante, ça veut dire qu'elle fait intervenir une fonction qui est transcendante. Ici, la fonction transcendante, c'est la fonction sinus. Et donc ça, on en a parlé avec monsieur Bourgeois. Dire que le sinus est transcendant, ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver un polynôme de deux variables. Un polynôme, vous savez, c'est des sommes de puissance. Hein. De deux variables, ça veut dire que vous faites des sommes de produits de puissance de x et de y. Donc ça, vous pouvez toujours l'écrire sous la forme de... donc, si c'est à une seule variable, on va s'écrire a1xn plus a1x plus a0, un polynôme de graine à une. Ici, s'il y a deux variables, vous pouvez toujours le voir comme un polynôme à y, donc vous allez avoir un truc de la forme an qui va dépendre de x et qui sera un polynôme, y puissance n, plus etc. Plus a1 de x, qui est un polynôme en x, y, plus a0 de x. Donc dire que la fonction elle est transcendante, c'est dire qu'il n'existe aucun polynôme, à part le polynôme qui consiste à prendre tous les coefficients égaux à 0, dans le polynôme nu, qui vérifie que quel que soit x, p de x, quand tu remplaces y par sinus x, égale 0. Alors, quand on remplace le y par là, ben on peut se rendre compte avec un argument, il faudra l'expliquer sûrement, de 0 de polynôme, que il n'existe pas de tel polynôme. Voilà. Alors, si tu prends en revanche une fonction qui est polynomiale, évidemment, il existe un tel polynôme, c'est évident, il suffit de prendre, si j'ai une fonction f qui est polynomiale, on prend p de xy égale y moins de x, donc ça c'est bien polynôme, si f est polynomial en une variable xy, et quand on remplace y par f de x, évidemment ça fait 0. Et ce polynôme il n'est pas nul, les coefficients sont pas nuls. Si on prend même une fonction racine carrée par 1 de x au carré plus 1, c'est pas polynomial, mais tu peux facilement trouver un polynôme qui marche aussi. Donc ça c'est une fonction qui n'est pas transcendante. Alors le contraire de transcendant c'est algébrique. Mais le sinus ou l'exponentielle, c'est des fonctions dites transcendantes. Et quand on tombe sur une équation qui fait intervenir ces fonctions, on parle d'équation transcendante. Les travaux que vous avez présentés, on peut les retrouver sur un site ou c'est une question Non, je vais envoyer mes notes à M. Roux. J'ai écrit tout un cahier. Comme vous avez vu, je suis cinéaste aujourd'hui, donc vous retrouverez la vidéo intégralement. Oui, mais la vidéo, il n'y a pas tous les détails. Alors Ouais, que mais sur mon cahier, il y a tous les détails. s'ils ont loupé des trucs Ouais, en direct, ouais, ils peuvent toujours. ouais. Est-ce que sur le cahier, il y a les chapitres au sujet ou pas? Ouais. Ouais. S'il vous plaît, dans les maths abstraites, enfin, qui ne sont pas du tout. Pas le fait que c'est inutile. Non, je blague. Moi, j'aime bien les trucs inutiles. Hein. Moi, j'aime bien la montagne, l'escalade, l'alpinisme, etc. Il y a un célèbre livre de Lionel Terray qui s'appelle La conquête de l'inutile, parce que l'alpinisme, ça a toujours été considéré comme une espèce d'incarnation de l'inutilité. Parce que, d'ailleurs, mes enfants m'ont toujours dit, mais que ça sert? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, ça sert à rien. Bon. C'est vrai que... donc, j'aime bien ce côté truc un peu gratuit. Mais après, ce que j'aime dans les maths, c'est très difficile, c'est que c'est le côté esthétique des maths. Il y a plein de gens... Enfin, moi, quand je suis avec les étudiants, souvent, ça m'arrive de dire « Ah, regardez comme c'est beau, ça ». Bon, en général, je suis le seul à m'extasier. Mais c'est vrai que... C'est élégant. Voilà. C'est une belle démonstration. Il y a une notion d'élégance, d'esthétique, de beauté. Alors, elle peut être composée de plein de choses.
en fait, ce qui est beau, ce sont les idées qu'ont eu, les gens, et soit en voyant un pont entre deux notions. Ce qui est très spectaculaire en maths, c'est que parfois, il y a deux domaines des maths qui n'ont rien à voir, a priori. Donc il y a un problème qui est là. Et puis en fait, le problème qui est là, on le résout par une notion qui est là et qui a priori n'était pas du tout. Personne n'avait jamais pensé qu'il fallait utiliser un truc. Et donc il y a quelqu'un qui a une espèce qui voit d'un coup, il jette un espèce de viaduc là entre deux domaines. Bon, ben ça voilà, c'est beau. On a le même genre d'émotion que si vous écoutez une musique qui vous plaît beaucoup, un tableau qui vous plaît. Voilà, moi c'est ça qui me plaît. Après faire des trucs. Il y a des domaines des maths que j'aime pas trop. C'est vrai que les mathématiques appliquées, j'ai rien contre, hein, c'est très bien, et c'est très bien que j'ai rien contre l'utilité, au contraire. Mais ça m'attire moins. C'est très difficile à expliquer, mais ça, j'ai pas envie de résoudre des problèmes de la. Après, ce qui est marrant, c'est que dans les maths, on ne peut jamais préjuger de l'utilité future de ce qui est fait. Alors, je ne parle pas, moi, de ce que je fais. Je pense que ce que je fais, ça ne servira jamais à rien. Mais il y a des choses qui ont été faites, vraiment sans aucune recherche d'utilité et qui, parfois, des dizaines d'années, voire des siècles plus tard, vont servir de manière tout à fait inattendue. Et que si ces mathématiques n'avaient pas été faites gratuitement pour la beauté du geste, eh bien, à un moment donné, des gens qui en avaient vraiment besoin, ils n'auraient pas eu cet outil. Donc voilà, les maths gratuites, inutiles, elles peuvent s'avérer utiles de manière très décalée dans le temps. Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous avez déjà résolu un problème, mais pas en problème Alors oui, j'ai résolu des petits problèmes, oui. Et forcément, parce que c'est mon job quand même. Donc quand on résout un truc, et comme j'ai expliqué ça, je ne sais plus à tes secondes ce matin, il y a théorème et théorème, quoi. Il y a des théorèmes, voilà, monstrueux, et puis il y a des théorèmes, des petits théorèmes, quoi. Mais le but d'un chercheur, c'est de chercher, c'est de trouver des trucs, de faire avancer à la mesure de ses moyens les mathématiques, et quand tu trouves quelque chose, tu l'envoies à une publication. Ça veut dire j'ai trouvé des choses. Mais du coup, vu que vous êtes enseignant-chercheur et que vous qualifiez vos recherches comme inutiles, vous enseignez quelque chose d'inutile à des gens qui sont aussi passionnés que vous? Oui, parce que. Enfin. Elle est dure cette question. Non, mais c'est pas raison. À Perpignan, essentiellement, on va dire qu'on a une licence de maths. En licence de maths, donc il y a l'essentiel des modules, c'est des mathématiques de base. Qui relèvent des mathématiques fondamentales. On fait de l'algèbre, de la topologie, de l'analyse, etc. On va dire que c'est des maths pures, mais c'est des maths pures sur lesquelles sont assises les mathématiques appliquées. Parce que les mathématiques appliquées, ils ont besoin de la théorie qui a été développée. Donc ce que j'enseigne, ça fait partie de ce que j'aime bien. Par exemple, je ne fais pas de cours de statistique ou d'analyse numérique, ça existe aussi en licenciat. Et moi, je ne m'occupe pas de ça parce que je ne suis pas compétent et puis ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc je suis plutôt dans l'algèbre, la géométrie, l'analyse plutôt théorique. Mais ce savoir, disons, fondamental et plutôt pur, enseigné aux étudiants, vont en avoir besoin même s'ils veulent devenir ingénieurs ou chercheurs en mathématiques appliquées. Donc c'est pas l'outil. Pas d'autres questions? Je propose qu'on applaudisse à nouveau.